Bonjour Sophie Primas. Bonjour. Hier, Emmanuel Macron a organisé une nouvelle réunion avec des dirigeants européens pour contrer l'axe Trump-Poutine qui semble vouloir faire la paix en Ukraine sur le dos des Ukrainiens. Quand vous dites l'Europe est à un tournant décisif, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'elle est menacée de disparition? Non, elle n'est pas menacée de disparition, mais l'Europe doit aujourd'hui prendre conscience, et elle prend conscience avec ces réunions, avec ce qui se passe aujourd'hui entre la Russie, les États-Unis et pour l'Ukraine, qu'il est temps de créer une véritable souveraineté en matière de défense, ce qui ne veut pas dire que les Américains ne sont plus nos alliés. Les Américains sont nos alliés, mais nous devons être indépendants de leur emprise pour la défense. On va revenir sur les Américains, mais pour Emmanuel Macron, la Russie constitue une menace existentielle pour les Européens. Les mots sont très très forts. Ça veut dire que nous sommes en guerre avec la Russie ? Ça ne veut pas dire que nous sommes en guerre factuellement avec la Russie, mais la Russie a agressé un pays souverain qui est l'Ukraine. La Russie fait des actes de cyberattaque sur les pays européens, de l'Union européenne. La Russie s'ingère dans les actes démocratiques d'élection dans certains pays. La Russie fait des actes également sur la France, qui sont des actes de manipulation de l'information, de manipulation de la pensée. Donc la Russie est très agressive et oui, nous avons une menace qui est une menace existentielle. Vous dites que la Russie est très agressive. Ça veut dire que si l'Union européenne ne réagit pas, est-ce qu'on peut imaginer qu'après l'Ukraine, eh bien Vladimir Poutine ait envie d'aller plus loin? Pourquoi pas attaquer les pays baltes? Pourquoi pas attaquer la Pologne? Mais vous savez, la Russie aujourd'hui, la défense et les dépenses de l'armement de la Russie sont considérables. C'est 40% de leur budget annuel, c'est 10% de leur richesse. Donc la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine. Et donc aujourd'hui, il faut arrêter la Russie et il faut qu'un processus de paix durable soit réalisé avec l'Union européenne, car il s'agit de sa sécurité, et naturellement avec l'Ukraine. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui dans les discussions entre M. Trump et M. Poutine, ça ne peut pas aller jusqu'au bout. Il faut que l'Ukraine soit en première ligne de ces négociations. Évidemment, il s'agit de son territoire et il faut que l'Union européenne soit dans les négociations, car d'une part, c'est une question de sécurité pour l'Union européenne, et d'autre part, si nous voulons une paix qui soit une vraie paix durable, pas comme après les accords de Minsk, alors il faut des garanties de sécurité. Emmanuel Macron va se rendre aux États-Unis. Vous nous confirmez qu'il rencontrera lundi Donald Trump? Écoutez, ce sont les informations que j'ai entendues comme vous ce matin, donc je n'ai pas eu le président de la République avant de venir, mais il semble en effet que le président de la République se rende à Washington lundi. Quand on entend Donald Trump expliquer que Volodymyr Zelensky est un dictateur sans élection qui détourne l'argent envoyé par les États-Unis, on peut se poser la question, est-ce que les États-Unis sont toujours nos alliés? Écoutez, les États-Unis restent nos alliés, ce ne sont pas nos ennemis, donc ce sont nos alliés. En revanche, les déclarations de M. Trump, vous savez, c'est la méthode Bannon, c'est-à-dire qu'on fait de l'exagération, on fait des déclarations qui sont extrêmement fortes, extrêmement agressives pour rentrer dans une négociation. Donc la méthode Trump nous déstabilise, elle nous inquiète, elle n'est pas habituelle, mais nous devons faire face à la force. Et c'est pour ça que nous sommes dans un moment historique en Europe, c'est parce que nous devons prendre conscience de la force que nous représentons, nous devons faire les investissements nécessaires en matière de défense et nous devons opposer la force à la force, parce que la force apporte la paix. La faiblesse apporte la guerre. Vous dites qu'il faut effectivement développer une défense commune, une défense européenne. Ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par un grand emprunt? Ça passe individuellement dans chaque pays par un renforcement des dépenses de défense. Vous savez que nous suivons aujourd'hui la loi de programmation militaire et qu'en 2030, nous aurons doublé nos dépenses en France de défense par rapport à 2017. Donc c'est un effort qui est substantiel à un moment où la France a besoin de retrouver des marges de manœuvre financières. Je vous coupe, un effort substantiel au moment où on a un déficit record, où le budget 2025 est un budget qui n'est pas assez efficace. Donc ça veut dire quoi? 2026, il va falloir préparer les Français à l'austérité parce qu'il faudra doubler, tripler le budget de la défense? Ce n'est pas le sujet. Vous savez que le Premier ministre nous a demandé de
rechallenger l'ensemble de l'organisation et de rentrer dans une réforme profonde de l'État pour rendre de l'efficience à l'argent public et aussi pour réduire des déficits, notamment sur la partie sociale. Peut-être aurons-nous le temps d'en parler. Mais il faut retrouver ces marges de manœuvre dans la réforme de l'État pour retrouver à la fois de l'efficience localement dans notre pays pour améliorer nos services publics et rendre possible toutes les préoccupations. Excusez-moi, mais l'argent, on le trouve où? On fait les économies où si on veut développer en quelque sorte un effort de guerre? Il va falloir faire cet effort de guerre. Il va falloir continuer à investir dans notre défense suivant le plan militaire qui a été déterminé. Et puis, vous l'avez évoqué, il faut évidemment que les règles Maastricht probablement soient allégées, c'est-à-dire que la règle des 3% ne prenne pas peut-être en considération les dépenses. Dire qu'il était ouvert. Oui, mais il faut le faire. Oui, mais il faut le faire. Ça, c'est une autre donnée. Et puis, l'idée poussée par le président de la République d'un grand emprunt européen pour financer ces efforts de réarmement, pour financer notre industrie de la défense sont obligatoires, avec une condition, c'est que nous mettions une préférence nationale dans l'achat de nos matériels. Ce qui n'est pas le cas. Les Allemands continuent à acheter américain et ils n'ont pas l'intention, d'après leurs dernières déclarations, de s'arrêter. Ça veut dire une priorité, une préférence européenne. Une préférence européenne. Vous voyez, quand Elon Musk a fait sa fortune, elle est basée d'abord sur des achats de préférence américaine pour ses produits. C'est comme ça qu'Elon Musk a réussi à développer son business. Il faut que nous fassions la même chose en Europe. Hier, François Bayrou a échappé à sa 6e motion de censure, mais il a surpris tout le monde en sonnant la charge. Elle était assez violente contre les socialistes. Il a critiqué leur hypocrisie. Pourquoi est-ce qu'il fait ça au moment même où finalement il négocie avec eux? Je crois que le Premier ministre voulait indiquer aux socialistes qu'il était, depuis le début de son arrivée comme Premier ministre, dans une posture qui est une posture de négociation avec l'ensemble des partis qui, nous l'avons avec Éric Lombard, avec Amélie de Montchalin, prouvé lors de l'examen du budget où nous avons répondu à un certain nombre de considérations. Oui, mais là, hier, dénoncer l'hypocrisie. Les mots étaient durs. D'ailleurs, les socialistes ont quitté l'Assemblée nationale. Parce que quand vous mettez en cause la probité ou en tout cas l'honnêteté d'un homme par rapport à des valeurs démocratiques, des valeurs républicaines qui sont les siennes, et M. Bayrou, au cours de toute sa vie politique, n'a pas fait d'écart par rapport à cela. Au contraire, il a montré sa détermination. Je pense qu'il a été blessé, en fait, par cette attaque sur les questions qui sont des questions liées aux valeurs républicaines qu'il défend depuis toujours. Est-ce qu'il a aussi été blessé parce que les socialistes sont mis dans les pas des insoumis pour dénoncer le rôle de François Bayrou dans cette affaire d'abus physiques et sexuels au sein de l'institution Notre-Dame de Bétharram? Est-ce qu'il n'a pas aussi voulu régler ses comptes avec eux? Je ne vais pas faire de psychologie de comptoir, mais c'est vrai que je pense que véritablement le Premier ministre a été blessé par un certain nombre d'attaques, à la fois sur sa probité par rapport aux valeurs républicaines, peut-être aussi vis-à-vis de lui-même. Voilà, donc ces mots ont été en effet assez forts et assez durs. François Bayrou a du mal à passer la page, tourner la page de cette terrible affaire, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il a été aussi léger, aussi imprécis, assez même désinvolte quand l'affaire a éclaté? Je pense notamment à la semaine dernière devant les députés. Désinvolte, je pense que ce n'est pas le mot. Vous savez, il a passé 3 heures avec les associations de victimes. Avant. Et les victimes... Oui, je pense que c'est assez loin de ces préoccupations du moment qui étaient les préoccupations entièrement tournées vers l'adoption du budget. C'est une responsabilité extrêmement lourde que l'adoption de ce budget et du budget de la sécurité sociale. Ça prenait toute son attention. Je pense très honnêtement qu'il a fait ce qu'il fallait dans la rencontre avec les victimes, dans la compassion, dans les annonces aussi. Et véritablement, encore une fois, je ne veux pas parler de cette affaire sans penser aux victimes qui aujourd'hui voient des améliorations, voient des arrestations même ce matin, des choses qui s'emballent. Un dernier mot sur cette affaire. Le Premier ministre incrimine aujourd'hui des anciens ministres socialistes du gouvernement Jospin, Elisabeth Guigou, Claude Allègre, Ségolène Royal. C'est une manière de quoi? De se défausser? Non, sa position a été de dire qu'au moment où éclatent les affaires en 98, me semble-t-il, il n'est plus ministre de l'Éducation nationale. Et donc, il ne peut pas être accusé d'une défaillance sur une mission qu'il n'exerçait plus. Donc, il renvoie à ceux qui exerçaient cette mission à ce moment-là. Un tout dernier mot sur Richard Ferrand, qui a été désigné hier par le Conseil constitutionnel. Une élection qui s'est vraiment jouée à une voix près. C'est pas un plébiscite. Est-ce que d'une part, c'est pas un
camouflé pour Emmanuel Macron, parce que c'était son candidat désigné. Et puis d'autre part, l'opposition, la droite et la gauche parlent d'un deal caché entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Est-ce qu'il y a un deal? Alors, je n'en sais absolument rien. Vous imaginez bien que c'était une proposition du président de la République. Ce sont les parlementaires qui se sont longuement exprimés. Donc, c'est à eux qu'il faut poser les questions. C'est eux qui votaient. Nous, séparation des pouvoirs, nous ne sommes pas dans cette négociation. Mais effectivement, c'est un vote très, très serré. Mais pour avoir été présidente de commission au Sénat et avoir eu ce genre d'élections devant moi, il y a beaucoup d'élections qui ne sont pas si larges que ça. Il y a des élections qui posent des problèmes et qui sont parfois très serrées. Très rapidement, le fait que le RN se soit abstenu, est-ce que finalement Richard Ferrand n'est pas un petit peu dans la main à partir de maintenant de Marine Le Pen? Est-ce qu'il lui est pas redevable? Écoutez, j'espère pas, parce que le président du Conseil constitutionnel a un rôle évidemment maintenant totalement neutre. Il ne peut plus d'ailleurs s'exprimer du point de vue politique, et il assure quelque chose qui est précieux pour la France, qui est justement la neutralité du Conseil constitutionnel. Donc je ne pense pas que Richard Ferrand soit dans la main de qui que ce soit.